Bonjour à tous, merci d'être présents pour m'écouter et à l'invitation du club informatique pour me laisser présenter. Donc, comme l'a dit Aïda, je vais vous parler de mon sujet de thèse qui est la prédiction des G quadruplex dans les différents domaines du vivant. Donc, pour commencer, je vais faire une petite introduction bio. Donc, sur Terre, il existe plein d'organismes très différents les uns des autres. Un premier groupe d'espèces, c'est les eucaryotes, ce dont nous, on fait partie, donc les animaux, les plantes et quelques organismes unicellulaires. Ensuite, il y a les archées qui ont été découverts au début dans des milieux extrémophiles, donc soit dans des endroits où ils vont faire très très chaud, à plus de 70 degrés, ou des endroits où ils vont faire froid, où il va y avoir des concentrations salines assez importantes. Puis petit à petit, on a découvert qu'il y en avait un petit peu partout, même dans nos intestins. Et le dernier gros groupe d'espèces, c'est les bactéries. Donc pour les organismes pluricellulaires, souvent ils sont constitués d'organes qui eux-mêmes sont constitués de tissus et qui eux-mêmes sont constitués de cellules. Et la cellule, c'est l'unité du vivant la plus petite qu'on connaisse. Et le point commun entre tous les organismes, du coup, c'est les cellules et le matériel génétique qui est contenu dedans. Donc ce matériel génétique, c'est de l'ADN. Et cette molécule, elle est constituée de 4 sous-unités, l'adénosine, la thymine et la cytosine et la guanine, qui peuvent s'apparier ensemble. Donc l'adénosine, elle peut s'associer à la thymine et la cytosine peut s'apparier à la guanine. Et donc en fait, ils vont s'assembler, ils vont former une séquence comme une sorte de très très grande phrase. Et ça va former un brin. Et dans l'ADN, en fait, il est double brin. Donc il y a deux brins qui vont se faire face et ils vont s'apparier en fonction de leur paire. Donc il peut arriver deux choses à l'ADN. La première chose, il peut être répliqué, donc c'est-à-dire qu'on va passer de cette double hélice à deux doubles hélices et la cellule, elle va pouvoir se dupliquer. Ou alors l'ADN, il peut être transcrit en ARN. Donc l'ARN, c'est une molécule qui est similaire à l'ADN, mais qui a quelques différences. Donc par exemple, la thymine devient de l'uracile, mais on va faire comme si c'était un peu la même chose. Et donc cet ARN, il est produit dans un premier temps sous une forme non mature, et il va passer par une étape d'épissage pour devenir ensuite mature. Et donc, il va avoir deux types d'ARN matures. Il va y avoir les ARN messagers qui ont pour but de donner des protéines et les ARN non codants qui vont pouvoir se replier sur eux-mêmes et qui vont avoir une fonction grâce à leur structure secondaire, donc à leur repliement sur eux-mêmes. Puis cette période d'épissage qui va permettre la maturation, elle va permettre de choisir quelle partie de l'ARN non mature on va garder. Souvent, les exons sont les parties qu'on va garder et les introns sont les parties qu'on ne va pas garder. Et donc moi, je m'intéresse à une structure particulière qui s'appelle les G quadruplex, que j'appellerai sûrement par la suite les G4. Donc cette structure, elle se forme quand il y a 4 G qui vont se faire face. Ça va former un plan qui s'appelle un G-quartet. Et l'empilement de ces plans, ben, ça fait un G4. Et donc dans la séquence, ça va donner un motif, une séquence qui peut être à la fois dans l'ADN et dans l'ARN dans ce cas-ci. Et donc ce motif, il est constitué d'une première suite de au moins 3 G, puis ensuite une boucle entre 1 et 7 nucléotides, puis encore une boucle, une suite de 3 G et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait 4 suites de G qui se font face et qui vont pouvoir former des plans. Donc ça, c'était le premier motif qui a été découvert, sauf qu'au fur et à mesure, on a découvert d'autres types de structures de G4 qui ne rentraient pas dans ce motif canonique et qui pourtant se formaient quand même. Donc le premier type, c'est des G4 avec seulement 2 G-quartets. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait juste 2 plans parmi les 3. Donc c'est une suite, mais avec seulement 2 G au lieu de minimum 3. Ensuite, il y a un collègue, il a découvert qu'il pouvait y avoir des boucles de plus de 7 nucléotides. Il a découvert un G4 où la boucle du milieu, elle faisait jusqu'à 30 ou 40 nucléotides, ce qui est beaucoup plus que 7. Puis la dernière forme de G4 qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est quand il y a un renflement dans une suite de G. Donc, par exemple, entre ces deux G, il pourrait y avoir un autre nucléotide, et malgré tout, le G4, il se forme. Et donc, pour prédire les G4, au début, on utilisait énormément ces motifs, sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de G4 qui étaient prédits et qui se formaient pas, euh, qui se formaient pas quand on faisait des expériences. Donc beaucoup de faux positifs. Et ça a mis en évidence le fait qu'il faut qu'il y ait un environnement faible en cytosine. Parce que s'il y a trop de C dans l'environnement, il va y avoir une compétition entre l'appariement où le G et le C vont se mettre ensemble et une compétition où les 4 G vont se former.
Donc ensuite, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au G4 de façon générale? Eh bien, premièrement, parce que c'est une structure qui est extrêmement stable. Elle est impliquée dans de nombreux processus biologiques. Donc, par exemple, si elle est dans l'ADN, elle peut faire en sorte qu'on produise peu ou beaucoup d'ARN. Elle peut aussi influencer le fait que l'ARN il soit court ou long. Puis quand le G4 il est dans l'ARN, il peut faire en sorte qu'on produise beaucoup ou peu de protéines, et ainsi de suite. Il existe aussi beaucoup d'autres façons dont le G4 peut avoir des fonctions. Puis il a été montré aussi que parfois le G4 il est impliqué dans certaines maladies comme les cancers, les maladies neurodégénératives et les infections virales. Donc là, j'ai un exemple avec la maladie d'Alzheimer que je vais schématiser très simplement. Donc on aurait une cellule neurale normale. À sa surface, il y a une protéine qui s'appelle APP qui en conditions normales est dégradée par l'alpha-sécrétase et tout se passe bien. Mais dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cette protéine APP est dégradée par la bêta-sécrétase, et cette fois-ci, il y a un petit composé amyloïde qui va se former de la dégradation et qui va s'accumuler, à l'extérieur de la cellule, et ça, c'est une des causes de la maladie. Et il existe, un gène qui va permettre de produire, une protéine qui va, en fait, inhiber, la «mauvaise voie» entre guillemets. Et donc en conditions, normales, ce gène, normalement, il est exprimé normalement. On a la protéine et on favorise la voie, de l'alpha-sécrétase. Sauf que quand, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il a été montré récemment qu'il y a un micro-ARN, donc c'est un tout petit ARN qui va venir se fixer sur, l'ARN, SORL1, et qui va bloquer son passage à la protéine. Et donc du coup, vu qu'il est plus présent, ben on va avoir, la voie de la bêta-sécrétase qui va être utilisée. Sauf qu'il a été montré, par exemple, que dans la forme non mature, de ce petit ARN, il y a un G4 qui peut se former. Et si le G4 se forme, ben, en fait, cet ARN, il mature pas et il peut plus bloquer, le SORL1. Donc, ce qui est plutôt positif. Donc évidemment, c'est pas si beau, comme ça, dans la vraie vie, sinon on aurait trouvé la solution d'Alzheimer, mais c'est un exemple de comment, un G4 peut être impliqué et peut potentiellement être utilisé comme cible thérapeutique. Donc ma problématique, c'est de trouver, est-ce que les G4 ils sont conservés dans les différents domaines du vivant et au niveau des transcriptomes? Parce que comme on a vu, enfin comme j'ai essayé d'expliquer, il y a vraiment, plein de fonctions différentes aux G4 et on a du mal à comprendre, l'étendue de leurs fonctions. Donc j'aimerais comprendre leur évolution, d'où ils viennent, pour avoir des idées, un peu plus claires. Donc pour ce faire, j'ai 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de valider et d'analyser mes prédictions au niveau des gènes, parce qu'on a beaucoup d'informations dessus, donc je vais pouvoir comparer mes données avec, des données expérimentales. Dans une deuxième étape, j'aimerais, prédire et analyser mes résultats, mais cette fois-ci au niveau des transcrits. Puis, pour finir, ce que j'aimerais, c'est étudier, l'évolution, des G4. Donc, de façon globale, dans ma méthodologie, j'ai 3 étapes. La première, c'est de récupérer et de traiter mes données à partir de ce qui est disponible sur Ensemble. Donc Ensemble, c'est une base de données où il y a des informations sur énormément d'espèces différentes, puis il y a des informations sur leur ADN, leur ARN, sur l'évolution des gènes et sur plein d'autres choses, donc c'est très pratique. Et de cette base de données, j'ai récupéré 61 espèces, parmi lesquelles il y a à la fois des eucaryotes, des archées et des bactéries. Puis une fois que ça c'est fait, je prédis mes G4 sur mon jeu de données réel, donc ce que je viens de télécharger de Ensemble, et sur un jeu de données, contrôle que je décrirai un peu plus tard comment je l'ai créé. Et pour prédire mes G4, j'utilise l'outil G4 Screener que je vais détailler, bientôt. Puis la dernière étape évidemment, c'est, l'analyse et la validation de mes prédictions. Donc là, je vais passer à expliquer comment G4 Screener, fonctionne. Donc, cet outil, on lui passe, une séquence, d'ARN que j'appellerai sûrement par la suite, transcrit. Puis du coup, cette séquence, elle est découpée en différentes fenêtres qui se chevauchent, qui font 60 nucléotides et qui sont séparées par un écart de, 10 nucléotides. Et chaque fenêtre va être passée à travers, un score. Donc le premier score qui a été développé par un collègue qui s'appelle G4NN, c'est un réseau de neurones qui se base sur une base de données, G4RNA, et qui contient en fait des G4 détectés expérimentalement, dans, l'ARN et principalement dans des humains. Et c'est un score de similarité, avec, des séquences qui se forment en G4. Donc je vais détailler un petit peu comment, ce score, il fonctionne. Donc, le réseau de neurones en input, il va prendre, la séquence, d'origine, donc, une fenêtre de 60 nucléotides, puis il va la transformer en vecteur. Donc il va créer tous les trimères
possibles qui existent, donc il y en a 64, puis il va compter le nombre de fois où chaque trimère est présent dans la séquence d'origine. Donc c'est ce qui va être fourni au réseau de neurones, puis à la sortie, on va avoir le score. Donc pour entraîner son réseau de neurones, les données qu'il a utilisées, c'est les données de la base de données G4RNA. Donc parmi ceux-là, il y en avait 149 qui étaient des G4 prédits comme G4 et qui ont été expérimentalement prouvés comme se formant comme G4. Il y en a 79 qui étaient détectés, enfin qui étaient prédits comme G4, mais qui au final, quand on a essayé de les tester expérimentalement, ils ne se formaient pas en G4. Donc on a des vrais positifs et des vrais négatifs. Puis il a pris 200 séquences aléatoires pour ajouter à son set d'implémentation. Et il a gardé parmi ces séquences de G4 40 séquences pour faire un jeu de test indépendant à la fin, une fois que l'entraînement est fini. Et donc après, il a fait un système de cross-validation pour entraîner plusieurs fois son réseau de neurones. Et ça lui a permis petit à petit d'entraîner son réseau de neurones et de trouver les paramètres optimaux. Donc le deuxième score qui a été développé par un autre laboratoire, c'est G4Hunter qui va mettre des poids sur les G et les C. Donc ce poids va être positif pour les G et négatif pour les C. Plus il va y avoir de nucléotides consécutifs, plus le poids va être important pour un maximum de 4. Et le dernier score, c'est CGCC, qui est une mesure de compétition entre les G et les C. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des seuils que je vais utiliser. Et ce que mon collègue en fait a fait pour déterminer ces seuils, c'est qu'il a calculé la sensibilité et la sensitivité de chacun des différents scores sur les G4 de G4RNA qu'on connaît. Et quand les deux se croisent, il a choisi d'utiliser ce seuil-là. Puis quand on regarde les boxplots, on se rend bien compte que souvent les différents types de données, donc les G4 de G4RNA qui se forment souvent sont bien au-dessus des différents seuils, puis les G4 qui ont été prédits mais qui au final ne se forment pas sont bien en dessous des seuils, à part pour CGCC où il y en a un petit peu qui passent. Ensuite, il a essayé de comparer ces résultats d'utiliser ces scores sur des données expérimentales mais autres que ce que lui il avait pour voir si ça se généralisait et s'il ne faisait pas de l'overfitting. Et on peut voir que R-nomique, donc ça serait des ARN un petit peu, on va dire, aléatoires, c'est tout sauf des G4, grossièrement. Puis on peut voir que souvent, il arrive très bien, quel que soit le score, souvent, ils ne sont pas prédits, on arrive très bien à les séparer de qu'est-ce que c'est qui serait des G4. Puis après, donc, il y a deux jeux de données, RG4Sec, donc celui en rose et en bleu, les deux gros boxplots qui sont en DG4 détectés expérimentalement. Et on peut voir que souvent, ils sont au-dessus des scores, même si pour la condition en bleu, ça donne des résultats un petit peu moins bien. Donc moi, dans mon étude, j'ai décidé de garder les 3 scores et de les utiliser en même temps parce qu'on voit que chacun a des défauts en fonction des jeux de données utilisés. Donc j'ai voulu être stringente et éviter le nombre de faux positifs. Maintenant, je vais expliquer donc mon jeu de données contrôle que je vais appeler par la suite shuffle ou aléatoire. Donc je prends ma séquence d'origine qui peut être un gène ou un transcrit. Je sépare chacun de mes nucléotides, je les mélange, puis je les réassemble. Et j'ai fait cette étape 10 fois pour être sûr que le résultat soit répétable. Et ça me permet d'avoir donc un jeu de données un petit peu aléatoire, contrôle, qui me permet de savoir est-ce que je trouve des G4. Ça me permet de savoir le nombre attendu de G4. Donc après, en comparant mon jeu de données normal et mon jeu de données aléatoire, je pourrais savoir est-ce que j'ai plus de G4 que ce à quoi on s'attendrait. Donc maintenant, je vais passer à mes premiers résultats qui sont au niveau des gènes. Et la première chose que j'ai faite, c'est essayer de valider mes prédictions avec des données expérimentales. Donc je me suis basée sur une étude de 2019 où ils ont détecté les G4 dans l'ADN de 12 espèces différentes et dont on en a 9 en commun. Et très globalement, comment ils font pour détecter les G4? Donc ils font une première étape de séquençage, donc c'est-à-dire qu'il y a une protéine qui va se mettre sur l'ADN et qui va lire petit à petit les différents nucléotides, comme ça on va pouvoir connaître la séquence. Puis ça, ils le font dans une condition où il n'y a pas de G4 qui vont se former normalement. Puis ensuite, ils vont le faire dans 2 conditions favorables.
il y a une condition K+, qui est favorable et qui est plutôt physiologique, c'est-à-dire que ça serait normalement ce qui se passerait en cellule, et une condition donc toujours favorable au G4, mais non physiologique, parce qu'ils vont ajouter une molécule qui s'appelle PDS, et cette molécule, elle va forcer le G4 à se former. Et donc normalement, ça n'arrive pas dans la cellule. Et ils ont fait un deuxième séquençage. Et sauf que cette fois-ci, comme il est censé y avoir des G4 qui se forment, la protéine qui va lire l'ADN, elle va pouvoir en fait être bloquée par le G4. Et elle va pouvoir passer, elle va pouvoir faire son séquençage, sauf qu'elle va faire beaucoup d'erreurs. Et donc en comparant le premier séquençage sans G4 et le deuxième séquençage avec G4, on va pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont situés dans l'ADN. Donc j'ai commencé à regarder les nombres de G4 pour voir si on avait à peu près le même nombre de prédictions. Donc il faut juste faire attention parce que l'échelle, elle est log. Puis la première barre qui est en bleu, c'est les G4 que j'ai prédits pour chaque espèce. La deuxième barre grise, c'est les G4 qui sont détectés en condition K+, donc c'est la condition physiologique. Et la barre verte, c'est les G4 qui sont détectés, mais en condition PDS, donc celle qui ne correspond pas trop à ce qui se passe dans une cellule. Puis on peut voir que de façon générale, mes nombres ils correspondent assez bien à la condition physiologique, donc à la condition K+, donc c'est plutôt positif. À part dans Saccharomyces cerevisiae, Danorerio et Mus musculus, où je trouve beaucoup moins de G4 que ce que eux ils détectent. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin, puis trouver les G4 vraiment qui se correspondent, parce que même si on a des nombres similaires, je me doutais que tout n'était pas si beau. Donc pour ce faire, j'ai utilisé un outil d'alignement qui s'appelle BLAST. Et comment cet outil fonctionne généralement, c'est qu'il va avoir une séquence cible, donc c'est comme s'il avait une base de données de séquences, et on va lui donner en entrée une séquence requête. Puis cette séquence requête va être découpée en différents mots de 11 nucléotides dans mon cas. Et chacun de ces mots vont être localisés sur la séquence cible. Et donc, quand il y a des mots qui sont localisés sur la séquence cible, la dernière étape, ça va être d'étendre les hits, donc essayer de vraiment les allonger. Puis, s'il y a deux localisations qui sont côte à côte, ben, hop, il va les lier et ça fera un seul hit au final. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les différents jeux de données. Donc, j'ai pris les G4 que j'ai prédits, j'ai essayé de les aligner sur un génome de référence. Puis, j'ai fait la même chose avec les G4 détectés en condition K+. Puis quand il y avait des alignements qui se chevauchaient, ça voulait dire que c'était le même G4. Donc c'est ce qu'on peut voir en bas, on peut voir les pourcentages de G4 qui correspondent. Puis dans ce premier cas, on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de correspondance. Je pense qu'en moyenne, j'ai 15% de correspondance, quelle que soit l'espèce, ce qui est assez triste. Donc j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec le jeu de données qui contient la molécule PDS, donc qui est non physiologique. Puis cette fois-ci, on voit que j'arrive à augmenter pas mal le nombre de correspondances, en tout cas pour les G4 que moi je prédis et qu'on retrouve dans leurs données. En moyenne, je dois avoir 60% de ces G4 qui correspondent, donc ça veut dire que j'ai à peu près 40% de faux négatifs. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a énormément de G4 que eux prédisent et que moi je trouve pas. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de faux négatifs. Et ça peut s'expliquer de deux façons. La première, c'est parce que, comme j'ai expliqué au début, j'ai utilisé 3 scores différents parce que je veux éviter le nombre de faux positifs, parce qu'on a toujours un peu de mal à prédire les G4. Mais du coup, en diminuant le nombre de faux positifs, j'augmente le nombre de faux négatifs. Puis, la deuxième raison, c'est qu'eux, ils détectent les G4 dans l'ADN, et les G4 d'ADN et d'ARN, c'est pas exactement les mêmes. Il peut y avoir beaucoup plus de G4 différents dans l'ADN, alors que dans l'ARN, il y en a un petit peu moins qui vont. Enfin, il y en a de différentes. Il va y avoir moins de différences dans l'ARN. Et vu que moi, j'utilise des outils qui ont été faits pour l'ARN, ben forcément, eux, ils vont en détecter que moi, je ne pourrais pas prédire. Mais j'ai pas de façon de pouvoir évaluer ça. Donc ensuite, j'ai voulu regarder la densité de mes G4 dans les gènes de mes 60 espèces. Donc ce qu'on voit cette fois-ci sur l'axe des Y, c'est la différence entre mes densités, donc entre la densité normale et la densité aléatoire. Donc si on est au-dessus de 0, ça veut dire que la densité normale est supérieure à la densité aléatoire et qu'on trouve plus de G4 que ce à quoi on s'attend. Et si on est en dessous de 0, on trouve moins de G4 que ce à quoi on s'attend. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que
pour les eucaryotes, de façon générale, à part, quelques exceptions, la densité normale est supérieure à la densité aléatoire, alors que pour les archées et les bactéries, il semblerait que, il y ait moins de G4, qu'attendu. L'autre chose qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que le contenu en GC semble influencer les densités. C'est-à-dire que plus le contenu en GC est élevé, plus les densités vont être élevées, que ce soit autant en positif, ou en négatif. Et ça, évidemment, on s'y attend, un peu, vu que les G4, ils sont formés à partir de G, plus il va y avoir de G, plus il va y avoir, de G4. Donc, j'ai regardé, la corrélation pour, vérifier, l'influence du taux de GC. Donc on peut voir que pour les eucaryotes, il y a une corrélation positive, même si elle est un petit peu faible. Pour les archées, par contre, il y a une corrélation, négative assez importante et qui est, significative. Et pour les bactéries, il semble y avoir une petite corrélation, négative. Donc pour un résumé de cette partie, les prédictions sont en accord avec les données expérimentales, même si on a vu qu'il y avait quelques soucis avec, les faux négatifs, mais ça peut s'expliquer. Malheureusement, j'ai pas de moyen de vérifier, à quel point, mes explications, permettent de combler, les défauts. Ensuite, on a vu que les densités, en G4 semblaient être, plus importantes qu'attendues chez les eucaryotes, mais par contre qu'on trouverait moins de G4 qu'attendu chez les archées et les bactéries. Puis on a vu qu'il existait une corrélation avec, le taux de GC, puis on s'en doutait, mais ça avait jamais été montré que par contre, cette corrélation, elle était différente en fonction des groupes d'espèces. Donc ça voudrait dire qu'en plus, du contenu en GC, il y a quelque chose d'autre qui, influerait la formation ou non de G4. Donc maintenant, je vais passer au niveau de mes résultats, dans les transcrits. Donc au début, j'ai regardé tous les transcrits, ensemble, puis on peut voir le même genre, de, distribution que pour, les gènes. C'est-à-dire plus de G4 au niveau, des eucaryotes, puis, le taux de GC, qui influence, la densité. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin, donc j'ai regardé s'il y avait des différences, significatives entre le jeu de données, normal, donc wild type, et le jeu de données shuffle. Puis on peut voir qu'il y a significativement plus, de G4 dans la condition normale par rapport à celle aléatoire pour les eucaryotes. Donc on trouve bien plus de G4 que ce qui est attendu. Chez les archées, par contre, il n'y a pas de différence, donc on trouve autant de G4 que ce qui est attendu. Et chez les bactéries, il y a une différence significative et on trouve moins de G4, qu'attendu. Puis puis j'ai voulu comparer les différents groupes d'espèces. Donc, on voit qu'il y a significativement plus de G4 au niveau des eucaryotes par rapport aux archées et aux bactéries. Par contre, il y a, pas de différence entre les archées, et les bactéries, malgré le fait que, il y ait pas de différence significative, entre, aléatoire et normal pour les archées et qu'eux aient une corrélation négative. Donc, j'ai regardé aussi encore une fois les corrélations parce que comme j'ai changé de niveau, que je passais des gènes aux transcrits, je me suis dit que les choses pouvaient changer. Puis globalement, ça a pas trop changé. Il y a toujours une petite corrélation positive pour, les eucaryotes et une petite corrélation négative pour les bactéries et pour les archées, il y a toujours la corrélation, négative, significative. Donc ensuite, j'ai voulu regarder dans les différentes classes de transcrits. Donc, pour rappel, au début, je vous avais expliqué qu'il y avait, 2 types de transcrits. Donc, ceux qui vont être, codants, qui vont avoir pour but de donner des protéines et ceux qui vont être, non codants, qui vont avoir leur fonction, directement grâce au fait qu'ils se replient, sur eux-mêmes. Et parmi les non codants, il va y avoir 2 classes de transcrits, ceux qui vont être dits longs et qui vont avoir 200 nucléotides ou plus et ceux qui vont être dits courts et qui vont avoir 200 nucléotides ou moins. Donc je vais commencer par montrer les résultats au niveau des transcrits codants. Puis encore une fois, on peut voir que la distribution est assez similaire à ce qu'on voyait au niveau de tous les transcrits ou au niveau des gènes. C'est-à-dire qu'on voit toujours, les eucaryotes qui ont l'air d'avoir une densité supérieure et positive par rapport aux archées et aux bactéries. Donc j'ai voulu confirmer, sauf qu'on voit que ça change un petit peu. Effectivement, il y a significativement plus, de G4 dans la condition normale par rapport à l'aléatoire. Par contre, il n'y a pas trop de différence entre, pour les bactéries et les archées, entre leurs conditions normales et aléatoires. Donc on trouve bien plus de G4 qu'attendu pour les eucaryotes et autant que ce à quoi on s'attend pour les archées et les bactéries. Ensuite, j'ai regardé les différences entre groupes, puis là on retrouve le même schéma où il y a plus de G4, dans les eucaryotes par rapport aux archées et aux bactéries, mais pas de différence entre,
les bactéries et les archées entre elles-mêmes. Puis j'ai revérifié, la corrélation, puis on retrouve, encore une fois le même type de résultat, donc une corrélation plutôt positive, pour les eucaryotes, un petit peu négative pour les bactéries et une corrélation, significativement négative pour les archées. Donc au niveau des non codants, on trouve, presque la même chose que ce qu'on regardait en regardant tous les transcrits. Quand on regarde les longs non codants, donc cette fois-ci la distribution a changé. On voit que les groupes ont l'air assez différents les uns de l'autre, ils sont moins mélangés qu'avant et le contenu en GC semble, ne pas forcément avoir, la même corrélation qu'avant, donc on va vérifier ça. Donc on retrouve par contre le schéma, par rapport au nombre de G4, par rapport à ce à quoi on s'attend. Donc chez les eucaryotes, il y a plus de G4, qu'attendu. Il y en a autant chez les archées et moins chez les bactéries. Mais quand on regarde les différences entre les groupes, on voit bien que, chaque groupe est différent des autres. Il y a toujours une différence significative, par exemple, entre les eucaryotes, les archées et les bactéries. Donc ça c'est bien confirmé. Puis on voit que cette fois-ci, le taux de corrélation a un petit peu changé. Donc pour les eucaryotes, c'est toujours une corrélation, faible, positive. Par contre, pour les archées, avant, on avait des corrélations négatives et maintenant, on a une corrélation positive. Puis pour les bactéries, cette fois-ci, la corrélation négative est assez importante. Puis pour finir, donc il reste les cours non codants et cette fois-ci, on voit que, la distribution est encore une fois différente et qui sont plutôt, soit proches de 0, soit en dessous de 0, à part pour quelques exceptions. Donc ça voudrait dire que de façon générale, on trouve moins de G4 qu'attendu dans les cours non codants. Et à première vue, comme ça peut paraître, normal parce que c'est dans les cours non codants, souvent, ils vont être extrêmement structurés, c'est-à-dire qu'il va y avoir, la compétition entre G et C et donc ça serait normal que dans cette famille-là, on trouve moins de G4. Donc comme pour les autres familles, on va, comparer, on va regarder les différences significatives. Puis on peut voir que pour la première fois, chez les eucaryotes, il y a autant de G4 qu'attendu, alors qu'avant il y avait toujours une différence, significative. Puis pour les archées et les bactéries, il y a significativement plus de G4 en conditions aléatoires qu'en conditions normales. Donc il y a bien moins de G4 qu'attendu de façon générale, autant pour les eucaryotes que pour, les archées et les bactéries. Par contre, quand on regarde les différences entre les groupes, on retrouve, un petit peu le même schéma. Donc il y a plus de G4 au niveau des eucaryotes par rapport aux archées et aux bactéries, mais il n'y a pas de différence entre les archées et les bactéries. Et quand on regarde, la corrélation avec le taux de GC, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de corrélation, que ce soit autant au niveau des eucaryotes, des bactéries que les archées. Il semble y en avoir une, négative, pour les archées, mais elle n'est pas très, significative. Donc pour conclure sur mes résultats, on a pu voir que les densités en PG4 ont des distributions différentes en fonction des classes de transcrits, mais aussi en fonction des groupes d'espèces. Que ça pouvait être dû, à la corrélation avec, le contenu en GC qui lui aussi était différent en fonction, du coup des groupes d'espèces et des classes de transcrits. Ce qui est assez intéressant parce que comme je le dis, pendant longtemps, on pensait qu'il y avait que le taux de GC qui permettait, la formation de G4 et vu que là, il y a des différences en fonction des groupes et des classes de transcrits, ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc l'hypothèse derrière qui se forme, c'est qu'il y aurait une pression de sélection évolutive différente en fonction des groupes d'espèces. Donc de façon générale, quand on regardait tous les transcrits, il y avait plutôt une sélection, positive pour les eucaryotes parce qu'on trouvait plus de G4 que ce à quoi on s'attendait. Une pression de sélection qui serait plutôt neutre pour les archées et plutôt négative pour les bactéries. Puis, il y aurait aussi une pression de sélection sur les classes de transcrits, parce que comme on a vu, par exemple, pour les cours non-codants, c'était assez marquant. Il y avait de façon générale moins de G4 qu'attendu. Mais voilà, derrière, il y a le côté où on sait que dans ces transcrits-là, il va y avoir forcément une compétition entre, l'appariement, normal, c'est-à-dire, GC, puis, l'appariement où on va voir, 4 G ensemble et donc le G4. Donc pour finir, j'aimerais vous présenter, une perspective qui est étudier, l'évolution des G4 parce que pour le moment, j'ai principalement, regardé la conservation, où est-ce qu'ils sont présents et combien enfin, c'est ça, où est-ce qu'ils sont présents et en quelle quantité. Moi, j'aimerais vraiment regarder, leur évolution. Donc comment est-ce qu'on fait normalement pour étudier l'évolution? Dans un premier temps, on essaye de trouver les régions homologues, donc les régions qui se ressemblent à l'aide d'une mesure de distance. Donc pour ça, on utilise les séquences, puis soit on va faire un alignement multiple,
C'est-à-dire que c'est un peu comme le BLAST que je vous ai expliqué, mais avec des étapes différentes pour pouvoir aligner non pas des séquences par paire, mais utiliser plusieurs séquences différentes en même temps. Soit faire du clustering, donc utiliser le principe un peu de ce qui a été fait pour G4NN, donc genre avec le début, c'est-à-dire prendre mes séquences de G4 puis les transformer en vecteurs en fonction des camères et par-dessus faire du clustering. Puis l'étape suivante, ça serait de construire une matrice de distance à l'aide de l'étape précédente. Puis à l'aide de cette matrice, on pourrait créer un arbre. Donc dans cet exemple, par exemple, il y aurait une grande distance entre le PG4 1 et 3, donc ils seraient éloignés dans l'arbre parce qu'ils sont très distants. Mais entre le G4 1 et 2, il y a une petite distance, donc c'est pour ça qu'ils seraient à côté. Sauf que le souci, c'est que en fait, il y a aucune des. Dans la première étape, il n'y a aucune des deux méthodes qui fonctionne. L'alignement multiple, il ne fonctionne pas parce que les boucles dans les G4 sont très très peu conservées. Et quand on essaye de les aligner, ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai essayé plusieurs fois avec différentes méthodes, ça n'a pas fonctionné. Puis dans la littérature, c'est quelque chose de connu. J'ai vu d'autres articles où ils disaient que les G4, on n'arrivait pas à les aligner ensemble. Puis j'ai essayé de faire aussi du clustering, sauf qu'en fait, les trimères j'ai essayé de faire du clustering, puis comme je me suis basée un peu sur ce qu'il a fait sur G4NN, donc avec les trimères, faire comme lui, parce que je me dis si ça fonctionnait pour son outil, ça devrait fonctionner pour faire du clustering normal. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Le fait qu'il y ait beaucoup de G qui soient présents dans les séquences et dans les trimères, mais en fait, ça emportait tous les résultats et il y avait tout qui était dans un seul groupe, à part quelques séquences différentes. Donc, pour contourner ce problème, ce que je vais faire, c'est je vais prendre des gènes orthologues, donc c'est-à-dire des gènes qui appartiennent à une même famille et qui sont apparentés. Et cette information-là, elle est disponible à partir de Ensemble, donc j'aurais pas besoin de le calculer moi-même. Puis je pourrais positionner mes G4 dans l'alignement, et quand des G4 se chevauchent, je dirais que c'est une famille de G4, en sachant qu'il peut y avoir des familles avec un seul G4 tout seul. Et ce que ça me permettrait de faire, c'est d'avoir une matrice de présence-absence. Donc on pourrait voir pour la famille de PG41, est-ce que cette famille est présente dans le gène 1 ou pas, et ainsi de suite. Et il existe un outil qui s'appelle Count. Si on lui donne une matrice comme ceci, puis un arbre de gènes, il va pouvoir associer les deux et il pourra dire à chaque branche de l'arbre quelle famille est apparue ou pas. Donc j'ai fait un exemple pour vérifier si ça pouvait fonctionner. Et donc avec le gène MAG, qui dans mon cas, il y a 4 espèces. Il y aurait l'humain, le chimpanzé, la souris et le lézard. Puis ce qu'on voit au niveau des feuilles, c'est le nombre total de familles dans chaque espèce. Donc c'est un petit peu ce que je vois actuellement. Puis au niveau des branches, on verrait le nombre de familles apparues ou disparues. Puis donc en regardant juste les feuilles, donc ce que j'aurais actuellement, on se dit que les G4 seraient conservés au niveau des mammifères parce qu'ils ont des nombres de G4 assez similaires. Sauf que quand on regarde ce qui se passe dans l'arbre, on se rend compte qu'en fait, ils ont que 4 G4 en commun et qu'ils en ont pas mal de différents. Et donc peut-être qu'ils ne sont pas aussi conservés que ce à quoi je m'attends. Donc on verra qu'est-ce que ça donne à une échelle un peu plus large. Donc cette méthode, évidemment, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage majeur, c'est que les arbres de gènes sont déjà disponibles grâce à Ensemble, donc ça va m'éviter beaucoup de travail. Puis l'inconvénient majeur, c'est que si les G4 ne sont pas conservés par leur localisation, mais par rapport à une autre caractéristique, je ne pourrais pas voir cette conservation. Donc j'aimerais remercier mes 2 laboratoires, celui de Jean-Pierre Perrault et de Aïda Wangrawa, puis plus particulièrement 2 anciens étudiants, Sarah Bellamiti qui a commencé ce projet et qui m'a permis de le continuer, et Jean-Michel Garand qui a développé G4NN et qui a pris le temps de m'expliquer calmement. Merci à tous et je serai ravie de prendre vos questions. Merci Anaïs. La présentation était très claire, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? On n'est pas très nombreux, alors on peut prendre le temps de poser les questions à Anaïs. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Oui, allez-y. Oui. Bonjour, oui, merci. Oui, c'était une très bonne présentation, en fait. J'écoutais et chaque fois que je me posais une question, tu y répondais quelques secondes après. Donc, Merci. bon, peut-être une question concernant
la matrice de distance que tu as mentionnée vers la fin, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas vraiment obtenir une distance entre deux G4 parce que ce qu'il y a dans les boucles évolue trop et donc les G4 sont constitués de plein de petits bouts de séquences qui ne sont pas vraiment comparables, si j'ai bien compris. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les... Disons que j'ai juste deux séquences de G4 correspondant des G4. Est-ce que je peux utiliser l'alignement classique pour calculer une distance ou sinon est-ce qu'il y a espoir de calculer une distance entre deux G4 d'une autre façon? Je ne suis pas très sûre d'avoir compris. Donc, Mais oui. ben, est-ce que, bon, il y a le Needleman-Wunsch ou Smith-Waterman classique, là, peut-être qui pourrait nous donner une distance entre deux séquences correspondant des G4. Ben, pardon. Ma première question, c'est est-ce que c'est approprié d'utiliser ça pour trouver une distance peut-être évolutive entre deux G4? Je sais pas. Je sais que ça a été essayé dans des articles, puis ça donnait pas de très très bons résultats. Donc j'imagine que du coup, non, c'est pas trop approprié. Puis après, moi, j'ai essayé d'aligner le G4 au début, pas forcément dans le sens évolutif, mais par exemple, quand j'ai voulu comparer mes jeux de données, au début, le blast, je le faisais directement entre les G4, donc ceux que j'avais prédits, et ceux qui étaient détectés expérimentalement. Et ça donnait des résultats vraiment très mauvais. J'avais que 4% de correspondance. Sauf que c'était pas possible, parce qu'on a vu, voilà, quand mon collègue il a fait ses outils, il arrivait à les prédire. Donc c'est qu'il y avait l'alignement fonctionnait pas. Et quand je suis passée par l'intermédiaire du génome de référence, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau des G4, je ne saurais pas forcément expliquer quoi, mais quand on essaye de les aligner, ça fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment pas. Peut-être que c'est par rapport au fait qu'il y ait le G, puis que les boucles, elles sont pas trop conservées, mais bon, dans ce cas-là, entre la même espèce, il devrait pas y avoir ce souci. Donc peut-être il faudrait faire genre un outil d'alignement qui mette des poids sur les G pour essayer de les faire s'aligner entre eux, et peut-être que ça aiderait l'outil. Je sais pas trop, mais c'est compliqué. Oui, OK, donc ça n'existe pas vraiment. C'est une voie de réflexion, si je comprends bien. Oui, c'était ça ma deuxième question, en fait. Est-ce que ce serait possible d'avoir une autre méthode alternative pour remplir une matrice de distance? Mais ça reste un problème ouvert, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a d'autres méthodes. Moi, je me sentais pas de le faire, ça avait l'air compliqué. Puis je sais que j'avais lu des articles, il y a plusieurs personnes qui ont essayé et ça fonctionne pas forcément. Donc maintenant, alors je me rappelle plus très bien, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais je sais qu'on peut utiliser aussi les informations des structures, des séquences pour essayer de trouver des similarités. Mais comme les G4, c'est une structure assez particulière, ces méthodes peuvent pas fonctionner, même s'il y a des gens qui cherchent activement dessus. Puis le clustering, j'ai jamais trop trouvé de méthode dessus. Donc j'ai essayé une fois, ça n'a pas très bien fonctionné. Je me suis dit que peut-être je pouvais essayer de diminuer le poids des camères qui avaient des G, mais j'avais peur que ça prenne trop de temps ou que je biaise trop mes résultats. Et donc j'ai préféré aller à la solution simple. Ah oui, d'accord. Parfait, ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois que Hassan Mostafa a une question également. Yes, I do have a question, but I'm not a French speaker. May I speak in English? If it's okay with you? Yeah, it's okay. Well, I captured most of the presentation, and I have actually two questions. Question one is your clustering technique here. What is a clustering technique you have used to cluster your data? I think I used I don't remember which one. I think it was K-means or KNN. K-nearest neighbor? The nearest neighbor, something like that. Okay, and I don't remember which one. I know they are really different, but it was one of them. Okay, on what criteria you have clustered your data? I mean, what was your feature you are searching for? I don't understand what you mean. Okay, on the left hand side graph, the data is unclustered, but on the right hand side graph, you have clustered your data. Okay, for Yeah. let's say 3 clusters.
what are the features that you have built your clustering technique upon them? I mean, is it the distance between G4 or two successive G4 regions, like yeah. that? But it was like technically I just give him give it the content in Camer. It was really just a matrix with that kind of information. So for each trimer, the number of occurrence of the trimer in my sequence, and that's all. I give that matrix to the method. I don't know if that answer to your question. I think no, but okay. I mean, when you cluster data, okay, you should cluster based on some criteria. So I'm asking about the criteria of your clustering. That's my question. Yeah, but it's like here technically my features are my trimer, no? And that's all. Okay. I think. Okay. The other that question was the only information I gave to it. Okay. The other question is you showed a graph for your prediction and the exact G4 in the data that's extracted in the wet lab, and and you showed that there is a small prediction or a little prediction for your algorithm for its I can't actually I can't see its name, but it says CR. It's in the third one. 1, 2, 3, This 4. No, it's the upper one, number of predicted G4s. Okay, it's a graph A, number of predicted PG4, and it is on the it's equali from the right, and 1, 2, 3, and the fourth one. You have shown that your prediction technique has a low result compared to the other species. Oh yeah, like why Escherichia coli is lower than the other species. I don't really know because it's what bothers me with their method. It's like it's the only bacteria they have, so it's like all the species are eukaryotes, and this bacteria and this species is a bacteria, and I don't really know like do I have not a lot of correspondence because it's a bacteria, so my method will not be good for bacteria, but I don't know because I have only one bacteria. Also, it was a species where there was only like there is not a lot of G4, only like 70 or something like that. So it's really not a lot. So I mean, if we are only, I think we have like only 1 or 2 G4. So I don't know, like as the number are low, is it a problem? Like, is it a reason for why we don't have a lot of correspondence? I don't know. I just hope it's not because my method is not good for bacteria, but I don't really have any other way to see it. Okay, can I ask you about the prediction technique you use, or even about the number of the false positive you have predicted for the CR bacteria, because it's a very low one compared to the other graph components. Yeah, like why archaean bacteria are low? Yes. No? No. Please, it's go again for slide 41. Wait, I don't see. 40. 41. Oh, 80. 41, yeah. No, 41. It's 41. Yeah, but it's just like I don't have the same annotation. Okay. This one? No. It's 41 on the. Oh, this one. Okay, Yeah, this sorry. one. Okay. Sorry. No problem.
I'm asking about for graph A, for example, here, Oh, for yeah. for the for the SCAR bacteria, you are showing a relatively low prediction compared to other bacteria or to other species you are predicting. So I'm asking you about if you have established something like a confusion matrix for your prediction. I mean, did you know the false positive of your predictions, the false negative of your predictions, and something like that? No, we didn't know it. No. Okay, so how will you base your let us say your accuracy for prediction of the technique? It was done only with the human at the beginning. That's why I tried to compare my result to the study with the species. Mm-hmm. Okay, so you just compared your predicted G4, let me say, G4 blocks with the experimental ones you have got. Yeah. Okay, and okay, thank you. That's all. Okay, thank you. Thank you for your question and also Anaïs for your answers. I just have one question about oh, I will continue in French. I just have one question. So, ma question que je voulais te poser, là, c'est sur ta slide 21. Oui, c'est sur celle-là. Est-ce que c'est 21 ici? 21. Est-ce qu'il y a une raison biologique au fait qu'on retrouve moins de G4 dans les archées et les bactéries que l'on se serait entendu par chance? Est-ce que ça a à voir avec les fonctions des G4 que l'on connaît? Est-ce que ces fonctions-là sont moins nécessaires chez les bactéries? Oui, I will answer in English because I think it's easier for everyone. So yeah, we have an hypothesis, but it's really just an hypothesis. We don't really have any fact behind that. But if there is a difference between eukaryote and archaea and bacteria, we think that it might be due to RBP, so RNA binding protein. In eukaryote, we know there is a lot of RBP, but in archaea and bacteria, there is not a lot of RBP. And normally, if a G4 fold in a cell, it's extremely stable, and so it will not fold. It will not unfold easily. So if there is G4 in archaea and bacteria, maybe there will be no RBP to unfold the G4 and it will stay always here and the cell don't want that. While in eukaryote, we will have all kind of RBP to unfold the G4 and the G4 could be used as a switch, like it can fold and it will function, and when we don't need it, the RBP come and unfold it. So that's a hypothesis of why we will find more G4s than expected in eukaryotes compared to archaea and bacteria. Okay, thank you. Question by Hassan Mustafa. I will not ask a question, but I will. Can I say something based on your feature vector again? Can you get your feature vector again, please? My feature? What? I'm sorry, I just didn't heard. The feature vector, you have made your clustering and your prediction based on it. Yeah. This slide. Yeah. Yeah, but it's okay. what my technically that's what my coworker first did on G4NN, the neural network. But as it worked really well, I tried to use the same representation as a vector, but to do it in a matrix and give it to the cluster. Yes, I would say it's a notice just for you. Did you have an accuracy curve for this? It's just like an iterative accuracy curve where you use the first feature only for let's say prediction, the first and second. It's a rubber technique for assessing the most appropriate number of features along the vector of features to get the optimum results in accuracy.
So this curve, if you did it, if you plot it or have a result for it, will help you to enhance your results for the bacterial prediction, the G4 bacterial prediction, because it will give you the optimum features that will not overfit your prediction again. This is number one. Number two, for your curves of predictions that we have shown, you have shown us on slide 41. If you knew the number of your false positive values, then you can go specifically for the mispredicted blocks of G4s, and you can adapt your prediction technique to it. It's just a note from me. Yeah, I think I understand, but it's just like for other species than human, we don't have a lot of data. So it's really hard to do some tests or stuff like that. It's sincerely the only thing I could do. Maybe to improve results, it would be like to retrain the neural network and do what my coworker did with bacteria information, but we don't really have them. I mean, for a neural network to get an optimum result from it, I don't actually know what type of neural network you have used, but for a classification or a prediction techniques in machine learning or so techniques, you should do something called an accuracy graph. Oh, yeah. The accuracy graph gives you at which optimum number of features inside your feature vector you get the most highest accuracy. Okay, because after this number of features, you may get something called overfitting, which distorts your results. It will not enhance it, but on the other side, it will distort it. So it will be better that you go for such a technique. It's called a rubber technique. Okay, you just take the first feature, the first and second, third, and so on, and based on every iteration, you make your prediction till you get your optimum number of features. Because a close observation of your experimental results for the bacteria, the number of false positive is higher than usual. So we normally overcome this problem by understanding the number of features that will distort our classification. So we go for the accuracy curve. Okay. Yeah, that's maybe something I should check on it, definitely. Okay, thank you. Well, thank you very much for the discussion. So I don't know if there are more questions for Anaïs, otherwise, because it's we have passed the time. Actually, it's almost 1:30. So do we have more questions? Well, otherwise, we will thank Anaïs again for the presentation. And thank you, everyone who attended the seminar today. And we will see you next week at the same time for the next seminar. Thank you and have a nice day. Thank you.